Bonjour à tous, dans cette vidéo on va faire l'étude de cas de Nutrixa. Nutrixa c'est une entreprise dans la health tech, health, nutrition, self-quantifying. C'est en gros une application qui permet de compter ses calories de manière générale. Et le but c'est de comprendre comment est-ce qu'on va faire pour bien avoir une bonne dynamique par rapport au lancement de ce tout nouveau produit qui va être un produit disrupteur, mais aussi continuer de gagner des parts de marché avec une bonne stratégie. Et donc le but c'est de comprendre vraiment en profondeur comment est-ce qu'on va faire pour bien organiser tout ça. Et donc cette marque est assez nichée dans le B2C, mais c'est une manière de comprendre comment est-ce qu'on fait pour aussi l'appliquer. Et donc à la fin de cette vidéo, vous aurez tous les outils pour comprendre en profondeur une stratégie qui permet de faire le lancement d'un produit et aussi toujours continuer de gagner des parts de marché au fur et à mesure du temps. Pour bien organiser cette stratégie, on va passer par quatre grandes catégories de problèmes qui sont l'acquisition client, la conversion, donc prospect à client, la rétention sur le long terme et la vision long terme aussi. Et donc en passant par ces quatre grandes catégories de problèmes, on va pouvoir tacler les bottlenecks qui sont présentes dans ce business actuel. Donc avant de passer au contexte, je m'appelle Noé Pradier, je suis dirigeant de Mediaprime, une firme spécialisée en conseil de stratégie business. Donc Nutrixa, c'est une marque dans le secteur du B2C. Health Tech, nutrition, self-quantifying, B2C, voilà, App First, ambition hardware plus data. Donc pour présenter un peu l'entreprise, c'est le produit actuel, en tout cas c'est le produit phare du business. C'est l'application mobile de comptage de calories, de macronutriments, introduction de nouveaux produits dans les prochains mois. Donc c'est ça qui va être un peu le facteur qui va être le facteur différenciant. Comment est-ce qu'on fait pour comprendre le lancement d'un produit qui est, on va dire, disrupteur, parce qu'actuellement je crois qu'il n'en existe pas. Donc ce serait une sorte de micro-ondes qui permettent, quand on met son assiette dedans, une IA va permettre de compter les calories actuelles. Donc le modèle économique c'est simple, il y a un abonnement qui est, enfin c'est sans abonnement en fait c'est free, et un côté abonnement, donc la version gratuite elle est évidemment limitée, et l'abonnement premium il est à 12,99€ par mois et annuel 89€ sur l'année. La répartition du CA c'est 92% qui sont, du coup 92% vient des abonnements, et 8% vient des affiliations, donc compléments, donc ça veut dire des commissions qu'on peut prendre quand on réfère des compléments alimentaires, ou alors des recettes directement vendues par la marque, mais ça représente que 8%, donc c'est assez minoritaire. Les chiffres clés, en tout cas, sont la situation actuelle, c'est que les utilisateurs inscrits, il y en a 650 000, ce qui est beaucoup, et les utilisateurs actifs, donc c'est juste ceux qui utilisent l'app de manière générale, il y en a 120 000, donc là on voit qu'il y a vraiment peu d'utilisation par rapport au nombre d'inscrits, ce qui est alarmant. Et les utilisateurs payants, c'est 18 000. Donc il y en a 18 000 sur les 120 000 qui ont un abonnement payant, donc soit à 12€ par mois, soit à 89 annuel. Le MRR, donc Monthly Recurring Revenue, il est de 180 000 euros par mois, donc c'est pas mal comme chiffre d'affaires, mais on peut aller chercher beaucoup plus loin évidemment. Et l'ARR, il est de 2,1 millions sur l'année complète. Le churn mensuel, il est de 7 à 9% mensuel, donc là encore un très très gros point faible. Et annuel, il est à 25% à l'année. Donc la LTV moyenne, on se retrouve plutôt sur de 120 à 160€ par personne, donc pour l'abonnement, ce qui est pareil, du coup on le voit hein, par rapport au churn, c'est équivalent. Ce sont des données très alarmantes quand on a un business qui se repose, en tout cas qui a son business model qui repose sur la rétention client. Donc, en termes de canaux, juste pour faire court, les canaux d'acquisition, c'est principalement Meta et TikTok Ads un petit peu, et évidemment l'ASO. L'ASO, c'est l'App Store Search Optimization, je crois. Enfin, App Store Optimization, c'est juste pour permettre de mieux se référencer dans l'App Store. Donc c'est un peu comme du SEO, mais c'est pour l'App Store. Le CAC moyen, il est de 28 à 35€, donc annuel. Le CAC annuel, il est de 55 à 70€. Là, pareil, on n'est pas sur des gros chiffres parce que normalement, un business qui se repose sur la rétention client, même s'il a un CAC plus ou moins, enfin, pour le coup, là, le CAC, il est pas si élevé que ça, mais c'est surtout par rapport au LTV. Le LTV actuel, il est quand même de 120 à 160€. Donc, on est sur un coût d'acquisition qui est divisé par deux. Enfin, du coup, c'est une LTV juste deux fois plus élevée que le CAC, alors que normalement, ça devrait être 5 à 6 à 7 fois plus élevé que le CAC. Bref. L'acquisition, elle est encore rentable, mais dépendance totale à la promesse suivie de calories. Pareil, un petit point faible sur le wording, comment est-ce qu'on va faire pour changer tout ça. Donc le produit, de manière générale, il est très bien structuré, il y a quand même une UX qui est assez propre. Là, j'ai évidemment fait des petites présentations avec ChatGPT, mais bon, la catégorie, de manière générale, elle est très 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 saturée. Donc comment est-ce qu'on va faire pour tacler tout ça? Premièrement, il faut comprendre qu'on a l'acquisition. Donc l'acquisition, il faut essayer de se diversifier, il faut comprendre comment est-ce qu'on va faire pour organiser l'acquisition d'une meilleure manière pour avoir des meilleurs retours. Premièrement, la tuition spontanée à ne pas écouter.
C'est on va scaler tout ça. Maintenant qu'on est assez rentable, le but c'est de scaler. Mais non. En réalité, c'est pas du tout là que se trouve le problème. Parce que le piège, c'est de jouer le jeu des apps calories classiques et juste essayer de se grappiller des parts de marché en ayant toujours la même stratégie. Et c'est pas comme ça qu'on réalise une stratégie de scaling sur le long terme. Parce que ce qui nous a amené à 180 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, c'est pas ce qui va, enfin la stratégie qui nous a amené là, c'est pas cette stratégie qu'on va continuer d'appliquer pour aller chercher beaucoup plus loin. Pour ce nouveau niveau, il faut aller chercher une autre stratégie. Donc, l'étage numéro 1, c'est casser le plafond de verre en sortant du discours compter ses calories. Pour sortir de ce discours compter ses calories, c'est simple, il faut simplement avoir un différent message pour chacune des audiences qu'on va commencer à viser. Donc le but, c'est de se spécifier, en tout cas de spécifier ces messages en fonction de chaque catégorie qu'on va viser. Donc le but, c'est de repositionner l'acquisition avec un nouveau message et avoir des angles publicitaires qui soient variés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, enfin en tout cas ce qui se déroule actuellement, c'est qu'on a le comptage pragmatique, en gros le message clair c'est compter ses calories, et le problème c'est que tous nos concurrents font exactement la même chose. Donc on se bat tous pour un seul œil, ou en tout cas on se bat tous pour le même type d'audience. Ce qu'on comprend, c'est que un certain type d'audience est proche de ce message, c'est-à-dire qu'elle va comprendre que ce message est important dans le sens où compter ses calories c'est important, mais ça touche qu'une seule partie de la population. Pour essayer d'étendre ses parts de marché et d'étendre sa visibilité, il faut non plus aller chercher juste cet œil-là pour lequel tout le monde se bat, il faut essayer d'aller chercher plus loin. Donc essayer d'avoir différentes approches, avoir des approches esthétiques, founder story, avoir des angles qui soient plus orientés éducatifs, donc éducatifs sur le risque de ne pas compter ses calories, ça peut être juste ne pas avoir, voilà, ne pas avoir une santé qui soit bien traquée, des hacks santé, juste pour donner de la value de manière éducative. Pareil, il y a de l'affiliation avec les UGC. Par exemple, vous pouvez prendre dans n'importe quelle niche, enfin, dans les niches plutôt côté health, mais le fait de compter ses calories, en fait, c'est bien de le promouvoir pour une certaine audience. Et donc, le fait de faire de l'affiliation avec des UGC, c'est ça qui va permettre de gagner encore plus de parts de marché parce que ce sera plus la marque qui va parler, mais ce sera du coup le créateur de contenu, du coup l'UGC. Partenaire de voix d'autorité, ça c'est hyper bien, c'est une autre manière d'aller chercher une audience, c'est de faire parler en fait des personnes qui sont ancrées déjà dans une niche, donc là en l'occurrence du healthcare, et de les faire parler et de leur dire de nous recommander en fait. Donc ça c'est super important, c'est pareil, ça nous permet en fait de diversifier notre toile d'araignée et ça va nous permettre de ne pas nous battre juste sur un seul œil, une seule audience pour lesquelles tous les autres concurrents se battent. En fait, là, le problème, c'est que quand on se bat pour une seule audience, eh ben, on va aussi faire augmenter nos CPM et on va faire augmenter nos coûts d'acquisition parce que, du coup, forcément, cet œil, il doit être divisé en 6, 7, 8 concurrents peut-être. Et du coup, nous, ce qu'on se retrouve, c'est juste avec cette part-là de marché. Donc c'est comme un gâteau qu'on découpe. Au final, on va juste avoir peut-être cette part, mais cette part, elle sera réservée, cette part-là de gâteau, elle sera réservée à un autre concurrent, comme celle-ci et comme celle-ci. Moi, ce que je veux, c'est qu'on diversifie notre panier, qu'on diversifie, qu'on mette pas nos œufs tous dans le même panier, et donc on aille chercher ces autres audiences qui, elles, ne sont pas, où il y a beaucoup moins de concurrence, on va dire, parce qu'on a un message qui est vraiment, vraiment unique, et c'est comme ça qu'on arrivera à se différencier, et vraiment commencer à comprendre le scaling d'une autre manière. Donc, voici la stratégie un peu au court terme, c'est changer le wording, repositionner ses ads, et avoir une acquisition qui soit béton, dans le sens où on soit vraiment élargi, on soit vraiment étendu, et on étende notre message, on va dire, à chacune des audiences qu'on peut viser. La trajectoire de scaling qu'il faut garder en tête, c'est de transformer l'acquisition en pipeline d'early adopters. Alors là, c'est hyper important, c'est de comprendre que le nouveau produit qu'on va introduire, là c'est en l'occurrence le petit micro-ondes, donc je vous mets un petit aperçu comme ça au moins ça vous permet de vous imaginer un peu le produit. En fait, là, on a un événement qu'on peut promouvoir et cet événement, il est assez unique parce que c'est quand même un produit qui est disrupteur et on va avoir une certaine technique pour pouvoir capitaliser sur ce moment-là. Le but, enfin en premier lieu, c'est de créer une liste d'attente de produits physiques, du produit physique dès maintenant, des ads, de l'app, du vision hardware et de l'inscription waitlist. Donc ça c'est hyper cool parce que ça permet de créer du mystère en fait vis-à-vis de cet événement qui va arriver, c'est-à-dire le lancement de ce produit. Et du coup, l'acquisition devient un outil de pré-vente
un signal marché et une preuve d'intérêt investisseur. Donc là, ça a trois rôles directement dès l'entrée. Donc cette introduction de produit, elle est super bien et je pense que même si on va au-delà de cette étude de cas et qu'on essaie de voir pour votre business, il faut toujours essayer de capitaliser sur ce nouveau produit qui va sortir en fait. Même si c'est pas forcément un produit disrupteur, normalement vous êtes censé créer un peu de la hype autour de ce produit, autour de ce type de produit que vous allez introduire. On n'achète plus seulement des utilisateurs, on construit une demande structurée. Donc le but c'est un peu, je ne sais pas si vous étiez familier à cet événement qui est arrivé je pense il y a quelques mois, c'était la sortie de Neo. Donc Neo c'était un home robot, donc là c'est en dehors de l'étude de cas évidemment, c'était pour reprendre un exemple dans la réalité, ce robot, il était conçu pour faire toutes les tâches ménagères de chacun, et le but c'était de vraiment promouvoir cette idée-là. Sauf que ça, c'était pas du tout en accord avec la V1. Donc la V1 de ce produit, il réalise pas du tout ce que le produit voudrait être. Donc en gros, là, ces robots-là, en fait, ils sont juste là pour faire les tâches ménagères, mais ils sont contrôlés à distance. Alors que nous, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit une IA. Donc là, ce sera exactement pareil pour l'étude de cas. Pour en revenir ici, le but, c'est de promouvoir un prime. Le but, c'est de promouvoir le meilleur produit possible, ou en tout cas la V10 peut-être, la V5, V10, V12 de votre produit, qui va vraiment être disrupteur. Cette version, elle va être disrupteur. Et le but, c'est de comprendre que si on promouvoit cette V12, on va créer de l'attention et on va créer du mystère et on va créer en fait des personnes qui veulent avoir ce produit, avoir cette version 12. Et donc nous ce qu'on veut c'est pas forcément montrer le produit, on veut pas forcément montrer la V1, ce qu'on veut c'est promouvoir ce que ça va devenir dans le futur. Le but c'est ensuite avec ce prime, avec cette promotion de cet événement là ou en tout cas promotion de cette V12, on va collecter des informations pour les potentiels clients et on leur dit bah, vous pouvez attendre dans 5 ans, on aura je pense ce produit fini, cette V12, mais si vous voulez pas attendre, vous pouvez acheter dès aujourd'hui la V1. Ça permet de directement avoir de l'attente, enfin directement rediriger l'attente vers les bonnes personnes et surtout avoir des personnes qui soient attirées non pas seulement pour compter leurs calories, non pas seulement, voilà, nous ce qu'on voyait c'était que ici le message principal c'est quand même pour l'app. Ici, on promouvoit un tout autre business model, c'est de promouvoir littéralement le micro-ondes. Et donc, ce micro-ondes, en tout cas, enfin, c'est pas vraiment un micro-ondes, moi je l'appelle micro-ondes pour aller à l'essentiel, mais c'est juste une box qui va permettre de compter ses calories. Et du coup, si on arrive à promouvoir ça, ça va tout simplement nous positionner sur un autre type d'audience, qui ne serait pas forcément attiré par le côté app, mais qui serait peut-être attiré par le côté micro-ondes, ou en tout cas nouveau produit. Donc c'est une manière de faire de l'expansion et c'est comme ça on travaillerait sur l'acquisition. Maintenant qu'on connaît un peu comment est-ce qu'on sait un peu la stratégie qui va nous amener au potentiel, donc j'ai pas dit les manières récurrentes, mais ça va nous amener à un potentiel x2 en termes de coût d'acquisition, enfin en termes de LTV, et surtout en coût d'acquisition on va le diviser par deux. L'augmentation de 30% du CA pour le trimestre et des bienfaits sur la promotion pré-lancement, donc Product Market Fit, ça déjà c'est super, c'est que le produit sans le vendre de prime abord, juste en essayant de promouvoir l'événement, on va voir si déjà il y a de la demande. C'est juste le but, c'est de créer de la demande, de créer 50 à 100 leads en 12 mois, une base de contacts qui serait prête à acheter le produit ou en tout cas qui serait intéressé par le produit. Et ça déjà, ça permet d'attirer des talents, donc les talents qui peuvent travailler sur le produit, style des ingénieurs, des product designers, etc. etc. Et aussi permettre de créer un dossier solide pour les investisseurs. La valorisation perçue par le client, c'est plus seulement un message qui est différent et une démarcation, mais c'est un passage d'un SaaS à une tech plateforme, un écosystème. Donc là, c'est hyper important, c'est comme ça qu'on va créer une acquisition qui aura, qui sera quintuplée par rapport à l'acquisition qu'on avait avant. On était juste focus sur le côté pragmatique, où on avait compté ses calories et seulement se concentrer sur une seule audience. Là, ce qu'on a, c'est une diversification du message, plus une promotion de l'événement qui est grandiose. Ensuite, on va passer à la conversion. L'intuition spontanée à ne pas écouter, c'est toujours d'optimiser l'App Store page, pardon. L'App Store page, c'est pas ce qui va vraiment déterminer c'est pas ce qui va déterminer votre meilleur coût, votre meilleur taux de conversion. Ajouter plus de features premium, plus complexes, c'est pas ça non plus qui va faire augmenter votre taux de conversion, parce que ce qu'on recherche, c'est pas un peu plus de features, des trucs plus de nerd, etc.
ni même de tester plus de pricing, donc tester plus de pricing, c'est-à-dire essayer de voir si on peut faire des moins chers, essayer de voir si on peut faire des bundles ou des... Non, faut pas chercher là. L'idée, en tout cas l'erreur, ce serait de croire que la conversion, c'est un problème de friction et pas de projection long terme. Parce que ce qu'on veut, nous, c'est optimiser pour de la rétention, parce que c'est le cœur de notre business. C'est-à-dire, quand on a un SaaS, le but c'est de créer de la rétention sur le long terme. Et donc pas faire des conversions rapides, ni même dire ah regardez, vous avez 10 000 choses, 10 000 trucs de valeur, et c'est comme ça qu'on va convertir le client. Non, le but c'est de leur dire nous ce qu'on veut c'est vous avoir sur le long terme, parce que c'est sur le long terme que vous aurez de la value. Donc là où il faut aller, l'étage 1, pour casser le plafond de verre, ce serait repenser la conversion comme un engagement long terme, pas un simple abonnement. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir de la conversion qui soit premium. On ne veut pas de la conversion, même si on en a plus des personnes qui achètent nos produits, imaginons avec des choses très flashy, et un message qui nous dit achetez tout de suite, achetez maintenant avec des gros discounts. Même si cette audience-là, elle va nous apporter, enfin en tout cas cette technique-là, elle va nous apporter plus d'audience rapidement, c'est de l'audience qui s'effrite en fait. Sur le temps, c'est pas des personnes qui restent ce genre de personnes. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'à l'inscription, on ait une projection claire vers un futur plus précis. Ensuite, qualifier dès l'entrée avec des pre-lenders, ça c'est super bien. Et je rajouterais même un truc, mais c'est pas forcément dans la conversion qu'on va le voir, mais ce serait plutôt peut-être pour la vision long terme, ce serait de bien faire une collecte de données qui qui soit segmentée en fonction de ces profils-là. Une collecte qui soit en fonction de ces profils, ça permet en fait de directement après d'avoir un vrai potentiel, en tout cas un vrai pouvoir sur toute la stratégie d'acquisition derrière. Parce que si on sait que les sportifs, ils convertissent beaucoup mieux sur le long terme, par exemple, il y a un taux de conversion pour les sportifs de 20%, tandis que sur les profils santé et performance, on a un taux de conversion de 17% par exemple. Même si c'est différent de très peu, même si on a un gap très court, enfin on n'a pas beaucoup de gap je veux dire, et ben ça va quand même nous dire que si on fait de l'acquisition sur les sportifs, là on aura un taux de conversion beaucoup plus élevé. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire une bonne collecte de données, mais ça, je préfère quand même le garder pour le côté vision long terme. Donc, qualifier dès l'entrée avec des pre-lenders, ça c'est bien juste avant de ramener sur la page de l'App Store pour installer l'application. Ce qui est bien, c'est de renforcer un peu cette envie en disant, pour la personne, en mettant pour la pre-lenders, ça peut être juste en attaquant les pain points. Donc 3 pain points. Donc pain, pain. Et ben ces 3 pain points, ça va permettre de renforcer si si la personne veut vraiment installer l'application, ça va permettre de renforcer directement l'achat, ou en tout cas renforcer directement le téléchargement. Et ici, ce petit bouton, enfin j'ai essayé de faire un petit bouton, ça va permettre de représenter est-ce que vous êtes sûr de télécharger. Même si ça va permettre, même si ça va apporter de la friction dans le funnel, en fait c'est super bien parce que ça rapporte de la qualité dans le funnel. Même si les personnes, il y en a quelques-unes qui vont voir la pre-lenders et qui vont juste s'enlever, ça va permettre de filtrer et directement dire est-ce que vous êtes sûr est-ce que vous avez ces pain points et est-ce que vous voulez les résoudre. Ça permet d'avoir une audience plus premium qui ajoute, qui clique et qui installe en fait l'application. Ensuite, la trajectoire du scaling, c'est préparer la conversion au hardware. L'application devient le cerveau. La conversion future, ce serait hardware et abonnement data. En fait, le funnel devient hybride parce que c'est non seulement juste un software où on télécharge juste une application, mais c'est aussi le côté hardware. Et donc ce côté hardware, ça va nous permettre d'avoir plus d'acquisition et surtout nous différencier sur un marché qui est très saturé. Donc il y a vraiment beaucoup de layers, il y a vraiment beaucoup de dimensions lorsqu'on introduit un produit comme celui-ci, un produit qui est disrupteur dans un marché très saturé. Il y a énormément de bienfaits. Donc les rétentions, enfin la retombée chiffrée, ce serait une conversion premium. Donc je tiens à dire que la conversion premium, c'est pas la conversion de manière générale. La conversion premium, c'est les personnes qui vont rester sur le long terme. Et la conversion premium, en gros, c'est pas juste des personnes qui ajoutent et qui utilisent juste la version gratuite limitée et en plus, ils arrêtent la version gratuite limitée au bout de 2 mois. La conversion premium, c'est ceux qui viennent pour l'abonnement et qui achètent directement le produit, si possible, à l'avenir en tout cas. Et donc cette conversion premium, on l'augmente de 25 à 40% lorsqu'on met vraiment tous ces pain points, tous ces pre-lenders et qu'on oriente le message vraiment plus sur le côté long terme. L'average revenue per user, donc le logiciel, il passe de 120 à environ 250. Parce que là, on fait un travail de filtrage. Ce que vous allez voir, je pense que ce serait
ce sera peut-être un taux de conversion qui diminue, un CR qui diminue, mais par contre, vous aurez une LTV qui va augmenter, elle, x2 peut-être. Vous aurez peut-être une LTV qui va augmenter de x2, voire x3. En fait, en général, x2, c'est le constat un peu conservateur, mais le x3, x4, c'est beaucoup plus proéminent quand on a un message qui est orienté long terme, et surtout une stratégie d'acquisition qui est plus diversifiée, qui a un message vraiment spécifique à chacune des audiences. Donc, maintenant que la conversion, on l'a bien contrôlée et qu'on voit à peu près quelle direction est-ce qu'on emprunte. Ce qu'il faut, c'est la rétention. Évidemment, c'est le cœur de notre business et c'est sur ça que la dynamique du business va totalement changer. Donc, l'intuition spontanée à ne pas écouter, c'est ajouter de la gamification, donc quand on est au postulat de départ évidemment, c'est ajouter des gamifications, envoyer plus de notifications, créer des challenges. Ça, c'est une erreur parce que essayer de retenir par la motivation, ça enlève totalement la value qu'on apporte avec notre software, qui est la dépendance fonctionnelle. Parce que la dépendance fonctionnelle, c'est simplement lorsqu'on engrange de la data sur notre train de vie, etc., on veut en avoir plus et on veut continuer de voir un peu cette évolution au long terme. Et pour voir une évolution au long terme sur sa santé, par exemple, ou sur le comptage de ses calories, simplement, eh ben, il faut de la data passée. C'est simplement comme ça qu'on arrive à avoir une évolution, c'est en voyant un point B passé et un point A futur, ou en tout cas un point A actuel. Donc, la stratégie à avoir pour casser le plafond de verre, c'est faire comprendre que sans le suivi, on retourne à l'approximation. Donc vraiment orienter toute sa collecte de données. Donc là, évidemment, on part un peu plus sur le côté comment est-ce qu'on structure son produit, donc son software. C'est d'avoir un suivi, enfin que sans le suivi, on retourne à l'approximation. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un outil de vérité. Et en fait, quand on a de l'approximation, c'est le problème, c'est qu'on n'arrive pas à voir son évolution sur le long terme. Là, c'est vraiment un conseil stratégique sur la conception de l'app. C'est comment est-ce qu'on fait pour avoir un outil de vérité et qu'on ne soit pas juste dépendant de la discipline des personnes. Le but, c'est vraiment de montrer que sur le long terme, il y a des bénéfices à traquer ses calories tous les jours, etc., etc. Ce qui va être bien, et là ça va être plus orienté sur le côté stratégie organique, donc ça c'est plus pour le long terme, mais ça compte en fait dans la rétention, c'est que créer de l'autorité, donc la social proof, ça va être fondamental pour avoir une bonne rétention client. Et donc créateur de contenu, ça va être bien de les utiliser. Les institutions, ça je pense que c'est le plus important, d'essayer d'avoir des voix d'autorité. Donc en fait, ces voix d'autorité, c'est tout simplement des institutions, par exemple Harvard ou l'armée. Donc là, je prends l'exemple de WOP. Dans les early days de WOP, ce qu'ils ont essayé de montrer, c'était le fait qu'ils avaient testé sur des élèves d'Harvard ou le fait qu'ils avaient testé sur l'armée. C'est ça qui les avait beaucoup différenciés. Et donc, on a aussi le fait de montrer qu'on prend en charge des athlètes, des VOA, Voice of Authority, dans la niche de la santé, mais aussi dans d'autres niches, un peu parallèles à celle dans laquelle on se trouve. Créateur de contenu, évidemment. Donc, tout ça, ça permet de montrer qu'on a de la preuve sociale. Et la preuve sociale, ça va vraiment alimenter notre rétention sur le long terme. La trajectoire qu'il faut prendre en compte ensuite pour le scaling, une fois qu'on a mis en place ce système, en tout cas intra-app, de vraiment essayer de traquer sur le long terme et de montrer que la rétention sur le long terme, c'est ça qui va vous différencier de votre passé, entre guillemets, quand vous ne traquiez pas vos calories. Donc la trajectoire sur le long terme, une fois qu'on a compris aussi que le positionnement de l'app, mais aussi que la social proof, c'était hyper important, c'est de voir que le cube change tout. Chaque repas devient une donnée unique, un historique nutritionnel réel, et que la rétention, en fait, elle devient mécanique. En fait, plus tu l'utilises, plus tu perds de la valeur en quittant en fait l'app si tu devais la quitter. Donc c'est simplement avoir de la rétention qui soit mécanique et une introduction possible d'API nutritionnels. Donc API nutritionnel, ça peut être d'autres apps qui sont en lien avec votre santé, qui peuvent être directement intégrées avec l'application de Nutrixa. Les services santé, donc services santé des institutions de santé, des hôpitaux, médecins, etc. Des recommandations personnalisées. La LTV, en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle sera plus liée au temps. Quand on a tout ça, quand on a cette trajectoire de scaling en tête, c'est que ce sera plus lié au temps, elle sera justement liée à l'accumulation de data personnelles. Et quand on a toutes ces datas sur notre corps, sur nos habitudes de vie, c'est là qu'on se rend compte que, waouh, je sais que je peux faire ce genre de... Enfin, je sais que si j'apporte ce changement-là dans ma routine, dans ma diète, eh ben je sais que ça aura cet impact-là parce que ça m'a permis, au fil des années, quand j'ai traqué mes données, de pouvoir mettre une bonne habitude et surtout voir l'impact de ma diète sur ma santé et sur mes habitudes de vie. Donc,
La rétention, il faut qu'elle soit mécanique. C'est ça la clé en fait pour comprendre comment est-ce qu'on va organiser cette stratégie de rétention. Et la retombée chiffrée, c'est que l'application seule, je pense que la LTV, elle peut se situer à 150 euros si on ne prend pas en compte le côté acquisition et conversion qu'on a eu juste avant. Donc toute cette stratégie-là, quand on regarde juste la rétention et qu'on applique juste le côté rétention sur le système actuel qu'on a vu en tout cas au début en termes de contexte, on serait plutôt aux alentours de 150 euros. 150 euros pour l'application seulement, et l'application plus hardware plus data, en fait, là on passerait directement à 600 voire 1200 euros, donc on serait presque sur un x10, presque sur un x10 juste en ayant ce côté rétention, ce côté hardware, le fait qu'on ait de la collecte de données grâce à cette sorte de micro-ondes, et surtout un churn qui soit divisé par deux. C'est incroyable. En fait, c'est incroyable la manière dont on voit quand on organise la rétention, c'est le fait de se dire que la rétention mécanique, c'est ça qui va fuir le business, et ben on se dit qu'il faut juste faire ça au final, et que ce sera juste ça la dynamique du business, ou en tout cas ce sera juste cette stratégie-là à appliquer. Les revenus récurrents post-hardware seront dominants parce que tout simplement, quand on a une collecte de données aussi précise et aussi approfondie et aussi frictionless, parce qu'en fait, quand on met juste l'assiette dans le micro-ondes, eh ben c'est simple, on a directement nos données, c'est quelque chose qui va vraiment être game changer, et c'est comme ça qu'on arrivera à se démarquer à la fois par rapport à nos concurrents, mais aussi juste sur l'expérience client, elle sera juste 2 fois meilleure que les autres concurrents qui, eux, essayent encore avec leur app de faire juste un comptage calorique et d'avoir toujours le même messaging. Bref, maintenant que la rétention elle est claire et qu'on a bien compris tout ça, il faut essayer de s'orienter sur la vision long terme. Donc on en avait essayé, j'ai essayé un peu d'en parler aux côtés de la conversion, au niveau de la conversion, pour ce qui était de la collecte de données, mais tout simplement ce qu'il faut c'est que l'intuition spontanée, elle ne soit pas orientée sur l'app B2C. On n'est pas une app B2C en fait. C'est pas on verra le hardware plus tard, et non plus on veut juste grossir les users. C'est pas ça qu'il faut avoir en termes de founder mentality. Il faut que l'erreur stratégique, c'est de penser comme une app en fait. C'est pas comme une app. On n'est pas une app, on est une infrastructure nutritionnelle. Le but c'est de créer un écosystème. C'est ça la vision qu'on veut avoir sur le long terme. Et donc, la stratégie sur l'étage numéro un, ce serait de redéfinir Nutrixa comme une plateforme de données nutritionnelles réelles. Le hardware n'est pas un produit, mais c'est un collecteur de vérité, et la valeur n'est plus dans l'abonnement, mais la base de données unique. Parce que lorsqu'on a un produit qui permet de calculer aussi précisément nos données sur nos repas et notre diète, c'est ça qui va nous permettre de tout simplement prédire peut-être des maladies, on ne sait pas, hein, peut-être prédire des maladies ou avoir tout simplement savoir si on est en déficit calorique ou si on est en surplus calorique. Ça nous permettra vraiment de se différencier en fait de toutes les autres applications, et donc sur la vision long terme, c'est ça qui va nous faire casser le plafond de verre. C'est tout simplement le hardware, la redéfinition de Nutrixia et surtout la valeur qui se trouvera plus simplement dans l'abonnement mais dans le hardware. Donc l'étage 2, et surtout c'est la trajectoire de scaling et le PI, donc PI c'est Private Equity. L'ouverture possible c'est vis-à-vis des assurances santé, du sport pro, de la food industry et de la pharma medtech. Tout ça, c'est hyper important d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut avoir une intégration vis-à-vis de ces institutions, vis-à-vis de ces domaines. Parce que ces domaines, c'est des gros domaines. Et ces gros domaines, pour les intégrer, ce qu'il faut avoir, c'est des synergies en fait. Synergie entre votre business et ce genre d'institution. Si on arrive à être implanté directement dans les institutions qui sont, elles, obligatoires, ça va nous positionner comme un acteur incontournable. Donc, ce qu'on veut, c'est un scénario clair sur un rachat stratégique par une autre entreprise, si on est des fondateurs qui veulent se faire racheter. L'entrée en private equity, c'est pas obligatoire en fait, c'est juste si tu veux vraiment si tu veux aller vraiment plus loin, faire des levées de fonds. Donc le spin-off hardware, c'est simplement savoir où est-ce que tu veux aller en fait avec ton hardware. Est-ce que tu veux juste vendre ton SaaS, ou est-ce que tu veux vraiment aller plus loin et juste faire une petite levée de fonds qui va te permettre d'investir sur le hardware et faire en sorte d'avoir cette box, ce tout nouveau produit qui soit incroyable, en essayant de collecter des personnes qui soient des A-players, mais aussi avoir une entrée en private equity qui va te permettre de lever des fonds et donc pouvoir investir sur ce côté-là. Donc Nutrixa devient un active data, pas une simple app. Donc c'est ça en fait la vraie dynamique qu'on veut avoir, c'est pas une simple app. Ce qu'on veut c'est être un écosystème. Écosystème. C'est ça la vraie trajectoire, et c'est la vraie trajectoire pour tous les autres business, que ce soit un business en B2C, juste de l'achat et revente de produits,
que ce soit un business en B2B ou un business en SaaS ou autre chose, la dynamique qu'il faut avoir, c'est comprendre que son écosystème, il faut l'étendre. Et une manière de l'étendre, c'est essayer d'aller voir des institutions incontournables, assurance santé, pharma, medtech ou la food industry, et essayer d'être implanté directement là où c'est impossible de ne pas aller. Par exemple, chez le médecin, vous êtes obligé en général d'aller chez le médecin ou de faire des vaccins ou etc. etc. ou l'assurance. Et bien si on arrive à se positionner ici, dans ces endroits-là, comme acteur principal, c'est là qu'on sera incontournable en termes de business. Évidemment, si vous êtes dans une autre niche, ça peut être applicable d'une autre manière. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on veut un écosystème. Et pour bien organiser cet écosystème, c'est ce que je disais dans le côté pour la rétention, c'est essayer de faire une collecte de données qui soit vraiment, vraiment très précise en fonction de l'audience. En fait, là je dessine des petits yeux parce que ça symbolise l'audience, mais ce qu'il faut, c'est que cette collecte de données, elle nous permet de dire que chacun de ces clients nous donne ce taux de revenu. Par exemple, les clients dans le sport, les clients dans la food qui sont plus orientés food, les clients qui sont plus orientés sport pro et qui sont des athlètes, ou alors des entrepreneurs par exemple qui sont plus orientés comptage de calories juste pour leur bien-être. Il faut que chacune de ces audiences, elle soit disséquée et que cette collecte de données, elle soit juste faite par rapport à cette audience pour nous permettre de voir sur chacune d'elles quels sont les retours sur investissement qu'elle nous rapporte. En général, c'est comme ça qu'on arrivera à avoir un écosystème hyper performant. C'est quand on sait que chaque type de clientèle va nous rapporter chaque type de revenu. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir orienter à l'avenir notre stratégie d'acquisition. On sait que cette audience, elle est familière, en tout cas elle est séduite très facilement par rapport à ça et par rapport à ce feature-là. Et cette audience-là, elle est séduite d'une autre manière. En fait, c'est simplement que notre écosystème, on va pouvoir le shape en fonction de chacune de ces audiences, et c'est comme ça qu'on aura une bonne expérience client, et c'est comme ça qu'on arrivera à dominer le marché sur l'avenir. En termes de revenus, en termes de retombées chiffrées, on sait qu'on peut aller atteindre les 20 à 40 millions d'euros annuels, de CA annuels, et un multiple potentiel en fait de x6, x10. Quand on a ce genre de trajectoire, là on ne réfléchit plus en MRR. On réfléchit en vraie synergie business et vraie synergie d'écosystème. Donc essayer d'avoir un holding group et essayer de comprendre quels sont les prochains moves à faire pour rachat d'entreprise, rachat de colonnes verticales produits. La valorisation, elle peut aller jusqu'à 120 à 300 millions. Pareil, quand on a ce genre de stratégie et qu'on pense avec ce level d'impact, c'est comme ça qu'on arrive à vraiment faire une différence. Et la différence clé, c'est que c'est plus un SaaS, c'est plus du SaaS, hein, mais c'est une plateforme technologique prioritaire. Et donc c'est comme ça qu'on s'impose comme acteur principal du marché et qu'on fait littéralement un peu cette technique d'océan bleu, cette technique Ocean Blue, de tout simplement créer un nouveau marché pour être le premier de ce marché, en fait, tout simplement. Au lieu d'essayer de se grappiller des parts de marché sur un marché très saturé, on va essayer d'en créer un nouveau où là on sera le premier et là on sera le roi, le king. Donc c'est comme ça qu'on arrive à comprendre un peu la stratégie sur le long terme, c'est de vraiment faire en sorte d'avoir une acquisition qui soit diversifiée, une conversion qui soit orientée long terme et une rétention qui soit bien claire, qui soit structurée, et c'est comme ça qu'on arrivera, en fait, quand on a une bonne rétention, à avoir une toute autre dynamique de business, parce que quand la LTV elle est multipliée par 10, ça veut dire qu'à chaque coût d'acquisition client, enfin à chaque client qu'on achète, on a un retour sur 10 ans ou sur en tout cas 5 ans de revenus récurrents. Et donc c'est ça qui est important, c'est de toujours essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la rétention. Et la vision long terme, c'est comment est-ce qu'on fait pour être un acteur incontournable. Voilà. Je pense avec cette stratégie qui est allée assez en profondeur, je pense que vous aurez énormément d'outils pour vraiment faire développer votre business, même si c'est pas forcément dans la niche du healthcare et que vous n'avez pas forcément un SaaS. Le but, c'est de comprendre comment est-ce qu'on fait pour scaler votre acquisition, avoir une bonne conversion, en tout cas une conversion qui nous apporte les bons clients, une rétention sur le long terme qui soit solide et une vision long terme qui va nous permettre d'être un acteur incontournable sur le futur. Merci beaucoup pour votre visionnage et dites-moi ce que vous voulez voir pour la suite en termes de prochaines vidéos ou en termes d'autres études de cas que vous voulez que je traite. Je suis ouvert à tout. Merci.